Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle interview de Magic Ovaries. Aujourd'hui, mon invitée est Alix Dantras, une naturopathe plus connue sous le nom de NaturoHigh sur les réseaux sociaux. Le thème du jour, c'est les piliers de la santé menstruelle. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas d'ingrédients magiques à mettre dans nos vies, mais plein de petites choses auxquelles faire attention afin de favoriser une meilleure santé menstruelle. C'est la première interview de l'année et donc j'ai des nouvelles à vous annoncer. Si vous n'avez pas vu l'info sur les réseaux sociaux, je vous annonce que j'ai lancé les tutos Magic Ovaries qui sont des petites vidéos qui vous permettent vraiment d'avoir des infos précises sur des thèmes particuliers de la fertilité. Le premier est sorti, il s'agit de l'observation et de l'interprétation de la glaire cervicale. Deuxième nouvelle, j'ai lancé les préventes de mon agenda menstruel. Il sera disponible début mai, vous pouvez le trouver sur le site internet magicovaries.com. Troisième et dernière chose, j'ai lancé une nouvelle formule pour la Magic Ovaries Academy. Vous pouvez dorénavant la faire en petits groupes. Terminé pour les news Magic Ovaries, je vous laisse plonger dans l'interview d'Alix, qui a été vraiment une interview très sympa pour moi à réaliser et vraiment ça a été un réel plaisir de rencontrer Alix. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Le premier, celui en tout cas dont je parle le plus souvent, c'est vraiment l'alimentation. Pour moi, s'il n'y a pas une alimentation qui va bien, ça sert à rien de prendre 36 000 compléments alimentaires parce que clairement l'alimentation c'est la base. C'est la base d'une part parce que ça va nous permettre de récolter tous les nutriments dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Et donc quand je dis le corps, c'est le corps dans sa globalité, mais c'est aussi le fonctionnement hormonal. Parce que le fonctionnement hormonal, il n'est rien d'autre en fait que le reflet de la santé du corps. S'il y a quelque chose qui bug, une sous-alimentation, une grave maladie, etc., ça va s'impacter sur le cycle menstruel. Donc c'est important pour les nutriments, c'est aussi important par rapport aussi au degré d'inflammation qu'on peut avoir dans le corps. On parle parfois d'inflammation liée à certaines maladies, notamment l'endométriose. C'est aussi important pour plein d'autres pathologies liées au cycle, comme le SOPK, comme rien que les règles douloureuses, qui ne sont pas une pathologie en soi, mais qui sont quand même quelque chose d'assez pénible. Et voilà, cette dysménorrhée, comme on l'appelle, ces dysménorrhées, on se rend compte que quand on module un petit peu l'inflammation plus ou moins inflammatoire, on peut aussi avoir un peu plus de mieux-être. Alors parfois ça suffit pas, mais en attendant, je pense que c'est un socle hyper important pour vraiment s'assurer qu'il y a santé menstruelle ou pas. Donc voilà, le fait d'avoir des aliments, en tout cas une alimentation, il y aura un petit peu moins d'aliments qu'on va qualifier de pro-inflammatoires, même si chacun réagit hyper différemment. Ça peut être, le plus fréquemment, c'est les produits transformés, les snacks, les produits très sucrés, et aussi la manière dont on va justement gérer ces sucres. Tout ça, c'est des choses qui vont rentrer en compte dans le degré d'inflammation. Alors de l'inflammation, on en a toujours un petit peu, c'est normal. C'est comme ça que la muqueuse utérine, elle va s'évacuer aussi, c'est avec un tout petit peu d'inflammation. C'est aussi un mécanisme de défense pour le corps. Ça intervient aussi au moment de l'ovulation, donc on en a besoin de cette inflammation. Mais ce qui est un petit peu gênant, c'est quand elle devient un peu massive et surtout chronique, qu'elle revient trop souvent et en trop grande quantité en fait. Il y a des choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Donc déjà tous les troubles autour du cycle, des grosses douleurs, des choses comme ça, un sperme assez pesant, ou même des difficultés à ovuler, parce qu'en fait cette inflammation elle peut vraiment agir comme quelque chose qui va perturber la communication entre le cerveau et les ovaires, un peu comme des interférences entre le signal cerveau-ovaire. Et donc forcément, si on a du mal à ovuler, on a envie que cette communication elle se fasse le plus possible sans interférence, le plus fluide possible. Et donc on va essayer de limiter les phénomènes inflammatoires. Donc ça peut être les troubles autour du cycle, mais ça peut être d'autres choses aussi, comme la fatigue, la sensation d'être toujours un petit peu dans le brouillard, la sensation d'être plus facilement douloureuse, etc. Ça, c'est des petites choses qui peuvent aussi nous mettre la puce à l'oreille.
Il y a aussi du coup tout le volet qui est lié au système nerveux, à la sphère émotionnelle. Évidemment, quand on est quelqu'un qui est hyper stressé, ça va se manifester sur le corps. D'ailleurs, la langue française, elle est remplie, je crois, d'expressions comme ça qui illustrent cette manière qu'on a de somatiser, notamment au niveau de la sphère digestive. Il me reste un truc sur l'estomac, il me reste j'ai du mal à le digérer ou j'ai du mal à l'avaler, tout ça. Et c'est pour moi très révélateur de ces liens qu'il peut y avoir entre ce qu'on vit, ce qu'on ressent et comment ça va être géré par le corps. Donc là, je parle de la digestion, bien sûr, que ça peut interférer avec la digestion, mais ça peut aussi interférer avec nos hormones, parce que nos hormones déjà sont liées à la digestion et à la manière dont tout ça va se passer, mais aussi parce que forcément si on est confronté à des doses de stress hyper élevées, en fait le corps ne fait pas tellement de distinction entre en fait je suis stressée parce que mon boss est un gros tocard et qui me met la pression pour des deadlines, des trucs comme ça, versus je suis stressée quotidiennement parce qu'il y a vraiment quelque chose de dangereux, une famine, une guerre ou des trucs comme ça. Du coup, la réponse au stress, en fait, elle va être un peu la même. C'est-à-dire qu'on va avoir des shots de cortisol, donc qui est l'hormone dont on parle le plus souvent quand on parle de stress. On va avoir des grosses doses de cortisol qui vont avoir des conséquences sur le corps, plus de sucre dans le sang, parce que comme ça, nos muscles vont être un petit peu plus réactifs. On va pas pouvoir se battre, éventuellement courir, enfin en tout cas on va être plus alerte. Et ça va aussi entraîner des fuites de minéraux, comme le magnésium, qui nous sert pourtant à plein de choses, notamment plein de choses liées au cycle. L'ovulation notamment, c'est un des trucs qui rentre en compte. C'est pas magique, bien sûr, c'est pas prendre du magnésium qui va tout rétablir, mais ça fait partie des petites choses qui rentrent en compte. Et donc ça provoque des fuites de minéraux, et puis ça provoque aussi donc cette surcharge de sucre qui va pas rester indéfiniment dans le corps. Le corps il se dit ok, il y a un peu de sucre, si au bout d'un moment s'il n'est pas utilisé, on va pas rester avec des taux de sucre normalement trop élevés. Et c'est là que normalement, si le corps fonctionne bien, il envoie son insuline pour faire diminuer les taux de sucre et que tout redevienne à la normale. Ok, sauf que on va revenir à la normale, et si ce stress il est trop récurrent et qu'on est habitué à avoir trop de sucre dans le sang et donc à envoyer de l'insuline assez régulièrement et puis en grosse dose, au bout d'un moment on peut y devenir un peu résistante ou résistant. Mais le problème c'est que si cette insuline elle fait pas son boulot et qu'il y en a besoin de beaucoup plus pour que ça marche, on va développer certaines pathologies liées à une glycémie, un taux de sucre qui est hyper haut, ou tout simplement une résistance à l'insuline qui du coup elle aussi peut impacter le cycle, d'une part par la prise de poids dans un premier temps, un risque de maladie cardiovasculaire un petit peu plus important parce que forcément tout ça va être lié, et puis des choses qui vont être liées au cycle. Donc chez certaines ça peut être une qualité ovocytaire qui est un petit peu plus gênée. Ça c'est vraiment quand on s'en rend compte en général quand on veut faire des enfants. Et puis tout simplement, sinon dans le reste du temps, des problèmes à ovuler. Donc ça veut dire des cycles qui vont avoir une ovulation de plus en plus retardée, donc qui vont durer plus longtemps forcément. Plus la phase avant l'ovulation dure longtemps, plus le cycle va durer longtemps. Donc ça c'est typique chez les femmes qui ont un SOPK, il y a trop d'inflammation. Il y a souvent trop d'inflammation, mais il y a souvent cette résistance à l'insuline qui implique aussi, en général, beaucoup de sucre dans le sang. Ça va aussi venir chatouiller la sécrétion d'hormones masculines, dont la plus célèbre est la testostérone. Et ça, du coup, forcément, ça peut aussi interférer avec la qualité ovocytaire, avec notre capacité à ovuler, parce que forcément, si on a trop d'hormones masculines, à un moment où on a plutôt besoin des oestrogènes, il y en a plein d'autres, mais notamment des oestrogènes, ça peut venir aussi ralentir un peu l'ovulation, donner des ordres un petit peu opposés, faire que le corps soit un peu confus. Donc il y a ça. Là, je parle vraiment du SOPK, parce que c'est clairement quelque chose qui est pas commun à tous les SOPK, mais qui revient souvent. Et puis, cette résistance à l'insuline, en vrai, elle peut avoir plein d'autres déguisements. C'est-à-dire que ça peut juste augmenter l'inflammation, ça peut juste faire
faire moins bien fonctionner les mitochondries et donc qui sont les petites centrales d'énergie du corps et donc influer pareil sur la réserve ovarienne, parfois chez des femmes qui sont quand même assez jeunes. Moi, quand même, dans mon travail, je rencontre des femmes qui ont parfois même pas 30 ans et qui ont des réserves ovariennes qui sont vachement impactées. Donc il y a la résistance à l'insuline, mais c'est pas le seul truc, il y a plein d'autres choses malheureusement qui rentrent en compte. Mais voilà, donc ça c'est par exemple une des illustrations comment le stress peut tout simplement impacter nos hormones. Ça peut être aussi plein de choses, ça peut être la manière dont on va répondre au stress. Est-ce que moi je vais répondre au stress en m'enfilant un paquet de chocolat et des pop-corn et des bonbons, parce qu'il y a ce côté comfort food aussi qui est aussi pas mal installé, qui est très lié aussi avec les hommes primitifs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que à l'époque on avait besoin de sucre et donc notre corps était presque programmé pour nous récompenser quand on trouvait des sources de carburant. Sauf que ce carburant, il a quand même beaucoup changé entre l'époque des hommes primitifs et aujourd'hui, et que maintenant, les carburants qu'on trouve, même celui qu'on trouve dans les fruits, il va être quand même beaucoup moins intéressant, beaucoup plus modifié que celui qu'on pouvait trouver avant. Et les sources de sucre aussi sont beaucoup plus moins qualitatives d'un point de vue nutritif et beaucoup plus sucrées surtout. La consommation de sucre, je crois qu'en 100 ans, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois elle a fait x5 ou voire x10. On est vraiment sur des doses qui ne sont pas habituelles. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer le fait qu'il y ait pas mal de déséquilibres hormonaux et pas mal de problèmes de fertilité. L'alimentation, c'est qu'une des raisons, mais c'en est une quand même. Parce que on mange trop sucré, on mange ce qu'on récolte comme nutriments, c'est pas assez important, etc. Là, je m'éloigne du sujet de la sphère nerveuse, mais c'est vrai que tout est lié. On le voit bien avec les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Dès qu'il y a un stress, on va se réfugier souvent dans la nourriture, et il est rare qu'on se réfugie dans un plat d'haricots verts. On va plutôt aller se réfugier dans des aliments qui apportent une satisfaction immédiate, mais qui ne sont pas satisfaisants d'un point de vue nutritionnel, malheureusement. Le stress peut nous impacter aussi du point de vue du rythme circadien. En effet, on fonctionne sur un rythme de 24 heures à peu près. Normalement, il y a au moins 8 heures qui sont dédiées au sommeil, si possible pendant la nuit. Et c'est comme ça que nos hormones elles fonctionnent à peu près correctement. On se rend compte que si ce rythme il est un peu déséquilibré, parce qu'on travaille de nuit, parce qu'on fait des insomnies, parce que pareil on est super stressé, ou parce que on est devant un écran trop régulièrement, et que notre sommeil est impacté comme ça, on se rend compte que tout ça, ça peut aussi impacter la manière dont se passe le cycle, et je dirais impacter en particulier l'élément le plus important du cycle, c'est-à-dire l'ovulation. Donc soit faire des cycles anovulatoires sans ovulation, soit carrément retarder cette ovulation et faire qu'on a des cycles de 1 mois, enfin de 2 mois, 3 mois. Alimentation, sphère nerveuse, et puis je dirais aussi quand même écologie environnementale. Je sais jamais quelle étiquette mettre là-dessus, mais se préserver un minimum des perturbateurs endocriniens. Moi, les perturbateurs endocriniens, pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec ce concept, je les décris souvent, pour faire simple, comme des contrefaçons hormonales. Alors c'est vraiment hyper schématisé, mais elles ressemblent à des hormones, elles ressemblent à un sac de marque de luxe, quoi. Mais pour prendre l'exemple des contrefaçons, mais en fait elles font pas le même job. Elles vont du coup soit inhiber le fonctionnement des hormones, soit l'accélérer, ou soit faire aucune action. Donc au lieu d'avoir, les bénéfices de la progestérone qui sont utiles à plein de choses en deuxième partie de cycle, notamment sur la gestion des douleurs, ou la gestion du stress et des émotions, là pour le coup on va y être beaucoup moins sensible. Et on va être beaucoup plus sensible aux œstrogènes, ce qui fait que quand ils vont chuter en fin de cycle, ça va être assez dur à gérer. Donc je pense que tout ça, malheureusement, il n'y a pas un seul truc qu'on peut utiliser. Je pense que tout ça marche vraiment en synergie, et que vous avez le beau manger bio, manger très bien, etc. Si à côté vous ne faites pas gaffe un minimum à ce que vous mettez sur la peau, aux produits que vous utilisez quotidiennement pour le ménage, pour vous laver, pour que sais-je, même pour la santé menstruelle aussi, parce qu'on se rend compte aussi que là-dedans on peut trouver aussi pas mal de poisons entre guillemets,
pas mal de chlore, de choses comme ça, qu'on n'aurait pas forcément comme ça à l'idée de mettre dans des parties aussi sensibles et aussi vascularisées que notre corps. Mais on se rend compte que quand même, c'est des choses voilà, dont notre intimité peut être assez proche. Et exposée régulièrement, et ben, si on ne fait pas gaffe à tout ça, au final, on peut aussi se retrouver très bousculé hormonalement, et tout ça, ça peut nous impacter. Je parlais tout à l'heure des aliments et de la digestion. En vrai, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais si on se rend compte qu'on digère super mal, on alterne constipation et diarrhée, on ballonne toujours, etc. Même si ce qu'on se met dans l'assiette, finalement, ça va à peu près. C'est clairement qu'il y a un souci au niveau digestif. Que peut-être au niveau de la flore, c'est un petit peu déséquilibré. Dans ce cas-là, dans le corps médical, on parle souvent de dysbiose. Donc ok, ça veut dire grosso modo un déséquilibre de la flore intestinale. Si cette flore intestinale, ou s'il y a, peu importe, un syndrome des intestins irritables ou que sais-je, et au final, nos capacités d'absorption, elles vont être un petit peu mises à mal. Et donc, forcément, il y a plus de choses qui vont... ça va être plus difficile au niveau digestif de transformer, découper, etc. Et de faire en sorte que ce qu'on met dans notre assiette, je sais pas moi, notre brocoli, il puisse être transformé en vitamine B et être utilisé après pour le corps. Ça peut être aussi pour les femmes qui ont des grosses carences en fer. Donc soit elles ont des grosses carences en fer parce qu'elles perdent beaucoup de sang et que du coup forcément c'est impliqué, soit parce que même si elles mangent des protéines animales assez régulièrement, ça leur fait rien du tout. Parce que, je sais pas moi, au niveau de l'estomac, c'est pas suffisamment acide. Au niveau de la flore intestinale elle est catastrophique parce qu'on a été obligé de prendre des antibiotiques pendant hyper longtemps, ou qu'on en prend régulièrement parce qu'on fait des infections urinaires, mycoses, etc., le fameux cercle vicieux. Et l'idée, c'est pas de mettre à la poubelle les antibiotiques parce qu'ils nous sont parfois c'est une urgence vitale, on en a vraiment besoin. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faut prendre l'habitude d'accompagner avec des probiotiques parce que sinon, on se rend compte que ça peut nous impacter beaucoup plus que ce qu'on a l'impression quand on avale juste un truc comme ça. Donc capacité d'absorption qui peuvent être un petit peu chamboulées, donc par l'alimentation, la prise répétée de certains médicaments qui peuvent être plus ou moins bien tolérés, et puis parfois aussi le stress qui peut aussi impacter, je sais pas pourquoi je dis infecter, impacter aussi l'équilibre de notre flore intestinale et faire en sorte que y ait un petit peu plus de bactéries qu'on va qualifier de moins sympas, qui soit et qui déséquilibre du coup cet équilibre qu'on cherche dans la flore intestinale. Donc c'est plus par rapport à ça. Si c'est trop perturbé aussi là-dedans, ça peut causer ce qu'on appelle, j'ai plus le mot qui me vient, mais en gros de la porosité intestinale. C'est-à-dire que à force d'abîmer les parois des intestins, elles qui sont partiellement normalement perméables justement pour permettre d'absorber les nutriments, elles vont devenir beaucoup trop perméables, elles vont laisser passer trop de trucs, notamment des trucs qui n'étaient pas du tout censés dépasser la barrière intestinale et qui vont se retrouver en circulation. Et c'est notamment une des causes suspectées pour l'instant de l'endométriose notamment ou de l'adénomiose avec les bactéries LPS. Là, je rentre un peu dans les détails, on n'a pas besoin d'aller non plus de retenir tout ça, mais ça peut mettre en circulation, en gros, certaines bactéries qui peuvent chatouiller le système immunitaire et faire en sorte que, en tout cas c'est une hypothèse, que le système immunitaire, quand il voit des cellules de l'endomètre qui se baladent, au final, il ne les neutralise pas comme il serait censé faire. Donc voilà, la digestion, c'est vraiment un sujet hyper vaste et hyper imbriqué avec l'équilibre hormonal. Et c'est vrai que du coup, notre capacité à choper tous les nutriments, elle n'est pas identique chez tout le monde. Et c'est hyper important du coup de faire en fonction. Et c'est pour ça aussi que nos conseils ne peuvent pas s'appliquer non plus à tout le monde, même s'il y a une base commune. Mais parfois, il y a des choses qui vont être un petit peu plus sur mesure en fonction de ce qui se passe chez la personne.
pour faire simple, moi je dis souvent que la naturopathie, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dans ses habitudes de vie, dans son hygiène de vie, pour permettre de gagner en bien-être. Donc assez large comme ça quand je le décris, mais globalement ça passe par l'alimentation dont je vous ai beaucoup parlé, ça passe par la gestion du stress aussi, parce que voilà, considérer qu'on est juste un tube digestif, pour moi c'est un peu réducteur. On est forcément impacté par nos émotions, par notre stress, et on a vu à quel point ça pouvait impacter nos hormones sans qu'on s'en rende compte. Et puis du coup ça passe aussi par l'adoption de compléments alimentaires qui vont être encore une fois très ciblés. Quand on est sur des pathologies comme le SOPK, comme l'endométriose, on voit passer des tonnes de trucs sur internet, sur les réseaux sociaux. Ah vous avez un SOPK, prenez du zinc. Vous avez de l'endométriose, je dis n'importe quoi, prenez du curcuma. Oui, ok, mais pareil, si on résout pas tous les soucis qu'il peut y avoir derrière en termes d'alimentation, de gestion du stress, etc., oui, ça va être un peu utile, mais pas non plus canon comme efficacité. Et du coup, ça va être aussi très coûteux au bout d'un moment, parce qu'on peut... En fait, si on suit tout ce que les conseils dans les magazines, sur Internet disent, on peut acheter une liste de compléments alimentaires qui va être longue comme le bras et qui va pas être forcément adaptée à nous. Donc c'est en ça que d'aller voir un naturopathe, ça peut être un petit peu plus intéressant, parce que ça va nous permettre de cibler et de parfois éviter certaines grosses erreurs. Je sais pas, moi par exemple, je prends un exemple assez commun, mais le gâtillier, c'est une plante qu'on va recommander souvent quand il y a des cycles très longs. Voilà, on va lire beaucoup d'articles qui disent tiens, prenez du gâtillier si vous avez des cycles longs. Oui, sauf que si vous avez un SOPK avec un rapport, ce qui est souvent le cas, un rapport donc de l'hormone qui est impliquée dans l'ovulation, la LH, versus la FSH qui est un petit peu inversée, et au final le gâtillier va juste pousser la LH encore plus et faire en sorte que vous ayez, et juste empirer le souci. Donc ces conseils, ils sont bien parce qu'on vulgarise certaines informations et ça peut permettre à certaines personnes d'aller mieux, mais pour d'autres, ça va juste empirer les choses. Donc il faut aussi faire attention à pas empirer notre statut actuel et à pas avoir des contre-indications aussi par rapport au traitement qu'on peut prendre. Moi, je pense du coup tout de suite aux femmes qui sont en PMA, qui représentent 80% je crois des femmes que je suis. Là pareil, quand on est en plein parcours PMA, on fait pas n'importe quoi en fait avec les plantes, surtout les plantes qui ont des actions hormonales. Alors chez certains ça va rien faire de spécial, mais là le but c'est pas du tout c'est de se concentrer quand même sur les traitements qui sont conseillés par le médecin et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interaction quoi. Tant qu'à rentrer dans ce processus qui est quand même pas le plus agréable du monde, autant le faire sérieusement et ne pas risquer de le gêner en fait. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui vont être, je pense, intéressantes à voir avec le naturopathe, c'est justement de se faire bien accompagner par rapport à tous les compléments alimentaires qui sont disponibles sur le marché et toutes les qualités qui sont pas non plus les mêmes. Pareil, c'est pas forcément une histoire de prix, mais forcément oui, s'il y a un complément alimentaire qui coûte 2 €, j'exagère le trait, mais il y a de fortes chances que ce soit pas des matériaux qui soient de qualité, ce soit pas qu'ils aient pas trop poussé pour faire en sorte que tout ça ne s'oxyde pas, rancisse pas. Donc voilà, c'est des choses qui seront pas forcément utiles et qui encore n'ont pas l'effet escompté. Rien qui est magique de toute manière, encore une fois, si on n'a pas résolu les histoires dont je parle avant. Mais parfois il y a des choses qui sont efficaces sur certaines personnes. En fait, il y a des degrés de sensibilité très différents. Mais par exemple, le gâtillier que je citais, c'est vrai qu'il est très utilisé pour la gestion du SPM, si on a du coup mis de côté ce dont on vient de parler. Et ça, moi j'ai des clientes qui me disent, mais clairement, ça sauve les couples, quoi. Donc ça peut être le gâtillier, mais ça peut être... tout dépend du problème qui cause ça, mais parfois ça peut être aussi... le problème, c'est la gestion du stress, et donc du coup, certaines plantes adaptogènes comme la rhodiole peut vachement aider, parce qu'elle va donner un petit peu d'énergie, et puis qu'elle va aussi nous permettre de mieux répondre en fait aux stimuli du stress, et de faire en sorte que du coup...
ouais, ok, on est stressé, on a notre boulot, nos trucs, et qu'on le vive un petit peu mieux. Puis c'est à certaines qui prennent carrément du millepertuis, encore une fois, s'il n'y a pas de contre-indication. Et ça aide pas mal. Je sais pas si là si ça s'y prête, mais du coup, avec une marque qui s'appelle Jolie Mama, on a conçu un produit qui, du coup, qui utilise le gâtillier et le millepertuis. Et du coup, il y a plutôt des bons échos là-dessus, même si, encore une fois, ça peut dépendre de plein de choses. Voilà. Et puis, je pense, c'est pas vraiment un truc magique, mais le fait d'écouter aussi la période du cycle à laquelle on fait face, celle qu'on traverse, je pense que ça peut être quand même vachement utile. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'avais un SPM carabiné où je remets tout en question. Et du coup, le fait de comprendre déjà que ça m'arrivait de manière cyclique, que c'était que un SPM et pas une grave dépression, même si ça en avait parfois l'air, ça m'a vachement aidé. Et du coup, ça m'a aidé à quoi? À être beaucoup plus indulgent. Donc il y a le fait de savoir déjà ce qui se passe qui peut aider. Et puis, il y a aussi le fait de se dire, ok, non, mais là, je suis à une semaine de mes règles, je sais ce qui est en train de se passer. Clairement, ce dîner où j'ai pas envie d'aller, je vais pas le faire. Je vais pas m'imposer une séance de sport alors que je suis KO et que j'ai juste envie d'être chez moi et de regarder une série. Ce massage que je repousse depuis hyper longtemps, je vais me le faire parce que là, je crois que c'est vraiment le bon moment, etc. Je vais me faire un bain, je vais me faire des trucs, je vais prendre du magnésium, je vais faire des trucs qui me font du bien, quoi. C'est des petits trucs qui sont pas magiques encore une fois, mais qui peuvent quand même rendre la vie un peu plus douce à des moments où pour le coup elle est vraiment pas douce parfois, quoi. Donc voilà, donc rien de magique, mais ouais, des petites choses auxquelles on peut penser en tout cas. Il y a 3 ans, j'ai suivi un régime pour équilibrer mon cycle avec des feuilles foncées, du curcuma, du magnésium, du bon gras, et j'ai dit bye bye au café, au thé noir et à l'alcool. Et je voulais avoir l'avis d'Alix sur ce régime. Écoutez sa réponse. C'est vrai que le café est hyper stressant. On s'en rend compte quand on boit 5 cafés dans la journée. On est sur une énergie qui n'est pas celle qu'on a quand on se réveille le matin et qu'on se sent hyper reposé. C'est une énergie où on est vraiment sur la pédale d'accélérateur. Ça se ressent souvent au niveau du système digestif, ça se ressent souvent au niveau de la transpiration aussi. C'est vraiment, on est en sur-régime, quoi. Et donc ça forcément à un moment du cycle où on est, je dirais, conçu pour être un petit peu plus sous l'influence de la progestérone, quoi, un peu plus relâché, etc. Là on va être sur des choses un peu difficiles, puis même en termes d'élimination ça sera pas non plus génial, flore intestinale peut être un peu chamboulée, etc. Même si ça dépend des autres. L'alcool, pareil, au niveau de l'élimination, c'est quand même une grosse charge pour le foie. Et du coup, forcément, le foie, quand on parle d'élimination des hormones, il y a le foie qui bosse, mais il bosse aussi en tandem avec le transit, parce que le foie, c'est pas une porte de sortie. Donc il y a besoin quand même que tout ça puisse sortir par le biais du transit et par le biais d'une flore intestinale équilibrée. Et toi, ce que tu décris, c'est une alimentation, donc déjà avec 2 aliments, là, de ceux dont on vient de parler, particulièrement inflammatoires, qu'on va retirer, qu'on va consommer de manière peut-être très anecdotique. Je ne sais pas si tu as fait vraiment à fond. J'ai fait à fond pendant 6 mois, mais aujourd'hui je reprends ponctuellement. Parce que mais je pense que c'est ça. Se priver, c'est pas non plus une vie. Ouais. Donc déjà, tu as retiré des trucs comme ça, et puis tu as aussi mangé des choses qui sont très bonnes pour le foie. On parle souvent des vitamines B pour le foie. Clairement, les verdures foncées, c'est la foire aux vitamines B. Donc il y a la fameuse vitamine B9 notamment, mais il y en a plein d'autres. Donc si on veut faire le plein de vitamine B, c'est génial. Donc ça, c'est super. Donc c'est clairement des légumes qu'on va consommer quand on essaie de chouchouter son foie. Même si encore une fois, là, on ne parle pas de vertus médicinales, etc. Mais c'est des choses qui, dans notre alimentation, peuvent soutenir un petit peu tout ça. Et puis les bons gras, tu as vraiment raison d'en parler. J'aurais dû en parler plus tôt d'ailleurs. Parce qu'on les diabolise, parce qu'on a tous eu un oncle, je crois, qui a du cholestérol, ou un père qui a du cholestérol, etc. Et donc on a grandi en diabolisant le gras, d'une part par cette histoire de cholestérol, et aussi parce qu'on a toutes vu nos mères chasser le gras, manger des yaourts sans matière grasse, parce qu'elles ne voulaient pas grossir. Donc on a intégré complètement qu'il fallait diaboliser le gras,
et que le gras c'était le plus gros ennemi, peut-être même plus que le sucre, alors qu'en fait moi je pense que c'est l'inverse. Enfin ça dépend quel gras, mais clairement les produits allégés en matière grasse, je pense pas que ce soit une bonne solution. Je pense qu'on a besoin du gras pour produire nos hormones. Je pense que notre système nerveux il est constitué de gras, notre cerveau est constitué de gras, et que du coup plus on va nourrir tout ça avec des gras vertueux comme ceux que tu décrivais, l'huile d'olive, les sardines, celui qu'on trouve dans les graines, dans les noix, etc., ou même dans les œufs, au final, mieux ça va se passer, mieux on va fournir aussi, d'une part, le matériel nécessaire pour la production hormonale, plus on va aussi nourrir peut-être un peu notre système nerveux, je ne sais pas si l'expression est heureuse, mais on va apaiser notre système nerveux, je pense, parce qu'on va lui fournir des oméga 3 qui ont ces vertus anti-inflammatoires. Aussi intéressant à noter, pour les femmes qui ont une qualité oocytaire qui est un petit peu moins bonne que ce qu'elle devrait être, au final, on se rend compte que il y a pas mal d'études qui prouvent qu'une alimentation qui est riche en bons acides gras est intéressante. Probablement une des raisons qui peut expliquer ça, c'est donc ces oméga 3 qui sont anti-inflammatoires et qui permettent du coup de saper un peu les attaques que subissent nos cellules, mais aussi qui vont tout simplement nourrir la membrane graisseuse qui enveloppe chacune de nos cellules et qui du coup lui permet d'échanger et lui permet aussi de se protéger. Voilà. Il y a tout un volet qui nous a été transmis, où on a presque intégré le fait que nos corps ils étaient un peu dysfonctionnels, que il fallait réparer nos cycles à coups de pilules. Alors parfois c'est très pratique la pilule quand on cherche un moyen de contraception, et voilà, le but c'est pas d'être anti-pilule, mais c'est vrai qu'on nous a un peu appris à réparer nos cycles en interrompant complètement notre cycle menstruel. On nous a appris à surtout pas montrer qu'on avait nos règles, surtout pas en parler, et je pense que tout ce qu'on nous a transmis au final, forcément ça impacte un petit peu la manière dont on vit nos règles, dont on vit nos cycles. On n'a pas envie de bien les vivre, et voilà. Et je pense que il y a tout un travail qui se fait en ce moment que je trouve super positif sur la dédiabolisation du cycle, le fait de comprendre ce qui se passe, le fait de comprendre que c'est pas un truc dégueulasse, tout ça finalement c'est hyper bien et c'est vachement précieux et on le transmet aux générations futures, et je trouve que c'est un travail qui est vraiment utile, parce que forcément si on nous a appris à détester nos règles, notre cycle menstruel ou même le fait d'être des femmes, forcément on est plus à risque d'avoir des manifestations un petit peu plus violentes, ou à vivre ça mal en tout cas, alors qu'au final le fait d'avoir ces règles ça reste quand même quelque chose normalement de positif, ça veut dire que le corps fonctionne bien, donc voilà, je pense que ça passe aussi par l'acceptation et la transmission de connaissances. En tout cas moi c'est vraiment mon moteur. Du coup sur Instagram, mon compte c'est Naturo High, et je m'appelle Alix Dantras du coup, et vous pouvez me trouver du coup sur le site du même nom. Je propose des consultations, des conférences qui sont du coup toujours sur le même sujet, l'accompagnement de la femme au global, et puis je propose aussi des massages de la zone abdominale, qui comme vous l'avez compris est une zone qui me tient beaucoup à cœur, tant pour la santé menstruelle que digestive. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de suivre Alix Dantras alias Naturo High sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne Magic Ovaries pour ne pas louper les prochaines interviews, et je vous dis à très bientôt.